Et on termine notre troisième conférence de l'année que nous avons fait exclusivement au Bordeaux Geek Fest, voilà. Puisque c'était, oui, voilà, on avait fait une conférence commune sur Angers et Bordeaux, et en fait, et à chaque événement, il y en avait une exclusive. Ça fait qu'on est plus, on est plus secret. Voilà, on crée le manque chez nos auditeurs, c'est pour ça. Pour les complotistes qui disent qu'on n'a pas été à Bordeaux, voilà, là il y a la preuve. Exactement. Et le premier qui me sort, ça a été fait par de l'IA, boum. Voilà, tout à fait. Donc, à Bordeaux, la conférence exclusive, c'était donc voilà les contes de fées dans les comics. Donc, avant de rentrer dans le dur et de dire que voilà pourquoi contes de fées comics, c'est peut-être plus proche qu'on ne le pense, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'est-ce qu'est un comics, hein, parce que bon, on n'a pas de temps à perdre non plus, mais voilà, c'est le sujet de la chaîne, on en a parlé tout le temps. Euh, on va peut-être plutôt parler de qu'est-ce que c'est un conte de fées en fait. Et même avant ça, avant de savoir qu'est-ce qu'est un conte de fées, qu'est-ce qu'est un conte tout court, parce qu'un conte de fées est un sous-genre. On va commencer par le plus simple. La base, un conte qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un récit de faits ou d'aventures imaginaires qui, à la base, était plus propagé un peu comme l'Odyssée ou l'Iliade, hein, de manière orale. Euh, voilà. Et ça racontait l'aventure en question. Un récit peut être court ou long, je précise maintenant, mais voilà, ça aura son importance après, puisqu'on va d'abord vraiment dire c'est quoi, et après en revenir sur chaque élément, de dire pourquoi, comment, du coup, pourquoi les comics, c'est pas si loin que ça. Un comics vise à porter une force émotionnelle ou philosophique puissante. Voilà, on reviendra sur ouais, tout ce qui est les morales et les machins, tout ça, tout à fait mat. Voilà, question de la morale, on est en plein dedans. Par contre, contrairement au roman, c'est que en général le conte va vraiment de quasiment à chaque fois accepter une certaine invraisemblance euh, au genre merveilleux, avec des degrés plus ou moins différents. Bon, les contes de fées un petit peu plus que d'autres. Mais voilà, c'est en tout cas, il se passe un peu toujours des choses qui sont pas forcément fantaisistes, mais en tout cas invraisemblables, qui sont pas si communes que ça, quoi, en gros. Et puis après, voilà, il y a ses propres codes de narration, de comment raconter l'histoire, au-delà des thèmes abordés. Le fameux, voilà, il était une fois, c'est vraiment très propre au conte. On pourrait rapprocher notamment les fables hein, de ce genre de genre littéraire aussi, voilà, avec la question de la morale, mais il n'y a pas forcément tous les éléments qui fait que c'est un conte, notamment le Il était une fois, bon, voilà, c'est pas forcément dans les fables. Donc voilà, un conte, en gros, un récit imaginaire qui raconte des choses pas très vraisemblables, qui vise toujours à parler de quelque chose moral ou philosophique, et qui est quand même assez codifié dans la structure. On rentre dans le sous-genre avec le conte de fées, là plus précisément. Qu'est-ce qui fait que le conte de fées c'est plus particulier que le conte tout court? C'est que là on va introduire des éléments surnaturels ou féeriques. Des faits. Voilà, dans le conte de fées il faut des fées. Oui, oui, euh, Bon, le pire, c'est que c'est pas forcément le cas, mais. oui, c'est vrai en plus. Mais voilà, en tout cas c'est toujours les éléments surnaturels, féeriques, magiques, tout ce que vous voulez, qui sont plus du domaine de la fantasy de manière globale, qui en général sont là pour enchanter le lecteur. Il peut y avoir des trucs un peu cracra, machin, mais bon, en général, c'est dans le grand schéma global, c'est plus un truc un peu d'émerveillement, quoi. Les contes de fées ont principalement enfin, sont venus du fin Moyen Âge, début Renaissance. Surtout voilà vis-à-vis du bouche à oreille, on a dit la tradition orale est quand même assez forte. Et vers le XVIIe siècle, c'est là où ça a commencé un petit peu à se stabiliser, à se rentrer dans des cases un petit peu plus claires, puisqu'on a commencé à les mettre à l'écrit, et que voilà, du coup, avant, chaque un petit peu orateur pouvait avoir sa propre interprétation, machin. Là, ils ont commencé à être beaucoup plus fixés dans leur forme et dans leur contenu. Voilà, en gros, un conte de fées, c'est voilà, par rapport au conte, c'est ces éléments-là qui les diffèrent, tout simplement. Tu as dit, je ne vais pas faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un comics. Moi, monsieur, moi, je vais leur faire l'affront. Non, c'est vrai que j'avais fait un petit rappel, parce que bon, ici, normalement, vous êtes quand même pour la plupart de MDCU, donc bah, évidemment, vous savez ce qu'est un comics. Lors de la conférence, ce n'était pas si évident que ça. Bien évidemment, tout le monde ne connaît pas les comics, donc voilà, j'avais fait un petit rappel. Techniquement, en France, c'est pas si simple que ça, mais de manière
très global. Lorsque l'on parle de comics, c'est une BD américaine, à peu de choses près. Par contre, il est important de rappeler que, ce n'est pas cette définition-là qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, simplement une BD. Là-bas, c'est vraiment la traduction, c'est, un synonyme. C'est-à-dire que j'ai déjà vu sur les sites US, dire que, le dernier, comics Astérix est sorti en France. Bah oui, puisque pour eux, c'est BD. Donc voilà, il y a quand même cette petite distinction, à faire. Donc nous, ici, lorsque l'on parle de contes de fées dans les comics, c'est bien évidemment par rapport à notre, vision à nous, donc avec, les comics en tant que BD américaine. Je ne suis pas responsable des blagues de cette conférence. Je tiens à me dédouaner. Ouais, en général, si vous trouvez des blagues vraiment tordantes, c'est elles viennent de moi, quoi. Dans les 2 cas, donc que ce soit comics ou, contes de fées, on part du principe que c'est une histoire. Ça, c'est plutôt évident et dans les 2 cas, la plupart du temps, on a quand même le classique, divertir et instruire. Donc l'instruire, pas non plus, comme si tu étais à l'école, mais avec voilà un petit côté, leçon de vie. Donc ça, c'est quelque chose quand même que l'on peut retrouver, très souvent dans les comics aussi. C'est pas systématique, mais ça arrive très souvent et c'est, omniprésent, j'ai envie de dire, lorsque on parle de comics de super-héros. Donc, voilà, là-dessus, on a quand même ce point commun, la mission commune qui est de divertir et d'instruire. Un autre fait intéressant, c'est, le mélange de faits et d'aventures imaginaires dans les 2 types d'œuvres. On a un exemple, qui est assez, bon, je peux vous donner des exemples qui sont assez faciles pour comprendre. Donc, imaginons, prenons l'histoire de Barbe Bleue, qui est quand même très connue. Donc, un mec avec une barbe bleue, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, en 2026, j'en ai vu plein. Bon, alors, oui. Un mec avec une barbe bleue naturelle, c'est pas possible. Par contre, le féminicide existe et le fait que un homme tue 5 ou 6 de ses femmes, est hautement improbable, mais c'est pas pour ça que c'est pas possible. Donc voilà, c'est improbable, mais pas impossible. Parce que bon, je pense qu'au bout de 3 4 femmes, au bout d'un moment, tu finis en tôle. Enfin là, c'est pas possible de pas se faire griller, je pense, au bout d'un moment. Mais bon, voilà, on va dire, c'est pas impossible. C'est moins impossible, en tout cas, que la barbe bleue, quoi. Bah, pour les comics, c'est pareil. Tu as des choses qui sont des faits et d'autres qui sont des aventures imaginaires. Donc, voilà, un mec qui se déguise en chauve-souris, parce que ses parents sont morts, ouais, on va dire, pourquoi pas? Enfin, c'est pas impossible dans les faits. Pareil, le principe même là, donc j'ai parlé de l'homme mystère. Un mec qui, commet des crimes de toutes sortes et qui laisse des indices pour que, son adversaire le coffre. Bon, faut être très con, mais je ne vois pas pourquoi ça serait pas possible. Il y a rien qui fait que ce n'est pas quelque chose de faisable. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Pareil, au niveau de oh tiens, j'ai un trou. Du ventriloque, c'est Wesker? Arnold Wesker, voilà absolument. Bon pareil, c'est tout simplement une division de la personnalité, un dédoublement de la personnalité dont une des personnalités qu'il a projetées dans le pantin. Voilà, là encore une fois, ça va quand même assez loin, mais on va dire: «Pourquoi pas?» C'est pas quelque chose d'impossible dès lors que tu es ventriloque, combiné avec un dédoublement de la personnalité. Par contre, ça veut pas dire que ces 2 types d'œuvres ne partagent que des points communs. Ça, je pense que vous vous en doutez. Heu, Par exemple, on pourrait penser que les super-héros sont plus ou moins les équivalents des princes. Alors, sur certains points de vue, c'est le cas. Maintenant, dire qu'ils sont 100 semblables, ça serait une grosse erreur. Ça va dépendre des histoires. Oh, du côté des super-héros, par définition, déjà, tu fais forcément le bien. Il y a la notion de sauver la veuve et l'orphelin et il y a la notion de désintérêt. Dès lors que, tu fais quelque chose sans la notion de désintérêt ou que tu ne fais pas le bien, tu ne peux pas rentrer dans cette catégorie des super-héros. Or, bah, ces 2
catégories-là, on ne les retrouve pas forcément du côté des princes. Alors, je vais vous lire un petit passage d'un conte qui s'appelle Les Fées, tout simplement. Et là, concernant, vous allez voir, concernant les princes, pour ce qui est du côté altruiste et désintéressé, on va dire qu'on va repasser quoi. Donc, le fils du roi qui vit sortir de sa bouche, donc de la bouche d'une princesse, donc le fils du roi qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles, autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Donc voilà, il parle à une femme. La femme, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il y a diamants et perles qui s'en sort. Et donc, bien évidemment, il est étonné et il lui demande mais que se passe-t-il? Donc, elle conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas amoureux avant ça, hein. Il en devint amoureux qu'à ce moment-là. Et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, donc là, voilà, la femme, elle est plutôt sympa, mais le ton, il est franchement extraordinaire. Là, encore une fois, pour le côté désintéressé, on repassera. Donc, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Ah, l'amour, le vrai. Donc voilà, ici, on a quand même la preuve que les deux types de personnages ne sont pas non plus 100 identiques. Ils partagent certaines choses, c'est plutôt évident. Par exemple, le courage, c'est vrai que le prince, c'est rarement un couard. Même chose du côté des super-héros. Donc voilà, il y a des notions qui vont revenir des deux côtés, mais ça sera clairement pas des copier-coller non plus, quoi. Alors, on avait abordé la longueur des récits quand on avait parlé vraiment des éléments caractéristiques du conte, en disant qu'il pouvait être court comme être long. Euh, mais alors les comics, les formats courts comme longs, les deux, ça connaît très très bien, puisque, alors après il y a plusieurs niveaux à tout ça, mais pour les plus connus, pour les plus tenaces d'entre eux, les personnages de comics peuvent avoir plus de 1000 numéros, Superman notamment, Batman notamment, voilà, avec Action Comics, Detective Comics qui ont dépassé le millier de numéros il y a, je dirais, moins de 10 ans, donc ça date d'il n'y a pas très très longtemps. Donc on peut avoir des histoires qui se racontent sur littéralement 80 ans, même si c'est généralement pas une seule histoire, mais bon, c'est quand même un petit peu la mythos de tout un personnage qui évolue sur 80 ans, même si en général, voilà, c'est des collections d'histoires plus courtes, qui peuvent être très très longues, hein, mais très très longues, pardon, mais voilà, qui sont quand même segmentées. Oui, Spider-Man, c'est vrai que Marvel arrête pas de les remettre à zéro, mais je pense que s'ils avaient un numéro Legacy, enfin une numérotation Legacy, je pense qu'ils s'en approcheraient dans ouais, peut-être une dizaine d'années quand même. Spider-Man, il n'y est pas encore, je pense. Les comics peuvent être extrêmement courts, vu qu'en général aux États-Unis, ils sont vraiment publiés de manière individuelle avec un seul numéro. Il y a aussi des TPB, enfin des intégrales et tout ça, mais à la base, le format original, ça peut être juste le floppy, le seul numéro, qui de temps en temps peuvent raconter une histoire singulière et indépendante et qui se suffit à elle-même. Un exemple que j'aime beaucoup, moi, c'est le Action Comics numéro 775 de Joe Kelly, qui s'appelle What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, euh, qui a notamment été adapté en film d'animation Superman versus the Elite, euh, qui parle un petit peu de l'importance de la moralité, d'un petit peu de la naïveté, de la bonté de Superman dans un monde qui peut-être parfois appelle à une autre forme de justicier, de rendre la justice, etc. Très bon récit que je vous conseille soit en lecture, soit en film d'animé, enfin les deux fonctionnent très très bien. Et on a aussi souvent ce qu'on appelle des séries limitées, qui sont pas des séries qui ont pour but, comme les Action Comics, de durer des centaines, voire dépasser le millier de numéros, mais de se dire, il y a tant de numéros, et c'est comme ça, et c'est fini, et c'est plié. Là j'ai mis Absolute Martian Manhunter, parce que c'est mon titre préféré de l'année dernière. Je suis en train de rattraper mon retard sur le deuxième arc. Vous aurez bientôt la vidéo sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, qui pour le coup à la base avait été prévu comme s'étalant sur 6 numéros, mais qui en fait a été décalé à 12 numéros. Mais voilà, après 12, c'est fini, c'est fini. Donc voilà, série limitée, ça existe aussi. Donc voilà, on a toutes les formes, on a les séries qui durent très très longtemps, même si elles sont fragmentées par des histoires plus courtes. On a vraiment des histoires individuelles très très courtes qui sont vraiment à la limite des plus petites nouvelles, voire du poème, hein, limite, si on devait traduire ça en récit plus classique. Et on a aussi les séries limitées
qui pullulent, et il y en a plein, 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 qui seraient un petit peu plus, pas des romans, mais des nouvelles, quoi, en gros. Voilà. Donc plein de formes différentes, de longueurs différentes pour les comics. Alors, force émotionnelle et philosophique puissante, voilà, c'est la fameuse morale notamment. Il en manque pas dans les comics. La force philosophique, ça va être plus du côté des messages plus globaux de société et pas forcément au niveau des personnages. Et là aussi, les comics ont toujours été des reflets de leur époque, de leur société, en particulier de la société des États-Unis, parce que en général, c'est écrit par des Américains. Et même quand c'est des Britanniques, parfois ils peuvent avoir une fascination bizarre pour le mythe américain. Coucou John Byrne. Euh, donc voilà, il y a toujours ces éléments qui sont extrêmement présents, parfois même les deux ensemble. Les X-Men notamment sont pour moi un parfait mélange de un petit peu côté soap opéra et fresque sociopolitique de notre ère, puisque entre deux batailles avec des sentinelles et des racistes, enfin pas des racistes mais des mutants, enfin des anti-mutants et des machins, vous avez une histoire de couple entre Jean Grey, Scott Summers et Emma Frost. Donc voilà, c'est vraiment la fusion du soap opéra où il y a des problèmes de couple et des machins avec je dois aller aider mes frères mutants et aller libérer de l'esclavagisme de Trask, quoi, par exemple. Donc c'est un petit peu toute la dichotomie des X-Men et ce qui fait aussi sa force, hein, pour le coup, enfin des comics de manière générale aussi. Euh, D'un point de vue peut-être beaucoup plus émotionnel, euh, tout un petit, enfin là oui, toute la vie de Peter Parker, hein, qui est jamais très très fun, mais tout le truc de l'assassinat de son oncle, le fait qu'il n'ait pas connu ses parents, le fait qu'il galère à payer un loyer, à trouver une copine, à gérer sa vie pro, enfin sa vie, oui sa vie pro, perso et de Spider-Man. Voilà, c'est vraiment typiquement des récits qui veulent enseigner quelque chose à des gens. Euh, Spider-Man, pardon, on retient oui plus souvent le côté très ouais, apprendre aux jeunes que la vie c'est pas facile, mais qu'il faut faire bien les choses, qu'il faut être responsable, qu'il faut voilà assumer. Steve Ditko voulait aussi y infuser une énorme pensée objectiviste. Bon, heureusement ça a pas trop pris, mais si vous lisez par exemple les toutes premières histoires de Peter Parker, c'est un peu un connard. C'est un peu vraiment un connard. Donc il a un petit peu changé avec les changements de scénariste, mais en tout cas Steve Ditko à la base avait vraiment mis énormément de sa pensée objectiviste dans le personnage de Peter en lui-même, ce qui est un peu étrange, ce qui fonctionne quand même un peu, mais parce qu'on le remet dans un contexte plus ancien, mais voilà, en tout cas, Spider-Man fut un temps avait aussi un petit peu un regard sur le monde plus global et pas juste sur vis-à-vis du personnage et de ses déboires individuels. Donc voilà, il y a toujours eu un petit peu soit l'un, soit l'autre, parfois même les deux. Bon, après, avec plus ou moins de succès, hein, mais voilà. Et même si en général, c'est toujours des éléments assez fantasques, hein, tout le monde ne va pas se faire mordre par une araignée radioactive et commencer à accrocher au mur. Mais en général, les éléments les plus fantastiques sont toujours là pour être des métaphores sur des problèmes plus réels. Euh, et des fois, on met carrément en place voilà, des situations beaucoup plus réelles comme Peter qui sait pas payer son loyer. Voilà, tout le monde sait que, enfin, tout le monde flippe à l'idée de ne pas avoir d'argent et de pas pouvoir payer son loyer. Donc voilà, il y a que ce soit de la fantasy ou des éléments réalistes, il y a toujours de quoi creuser un peu derrière. Si le scénariste c'est pas un manchot, il y a toujours un peu de creuser derrière, il y a toujours un peu de sous-texte. Bon, ça reste pour un public jeune aussi, mais en général, tu peux faire des choses pour les enfants, pour les jeunes, et pas que ce soit complètement débile. Ça peut exister. La dimension philosophique, voilà, quand je disais qu'on, au-delà des aspects de, c'est les X-Men qui vont traiter de certaines euh, questions très sociétales. C'était aussi, hein, le but de ces personnages-là, ils ont été inventés pour ça. Et c'était aussi à une époque où, dans les années 60, hein, l'époque où les X-Men ont été créés, c'était une époque où c'était beaucoup plus courant et même avant d'ailleurs, c'était plus courant que les héros aient un petit peu plus d'implication dans l'ordre, oui, dans l'ordre des choses du monde, en tout cas d'intervenir dans des problématiques assez terre à terre, réalistes. assez Super, commune, on va dire. oui, voilà. Superman, notamment dès son premier ou deuxième, enfin dès sa première ou deuxième histoire, il va aller secourir une femme qui se fait battre par son mari. Il va aussi aller aider. J'arrive pas ce soir, c'est compliqué. Il va aller aider
des mineurs qui sont maltraités par leur patron. Enfin voilà, il y avait toutes les questions syndicales et ce genre de choses qui étaient quand même assez ancrées dans les comics, hein, peut-être de manière encore plus évidente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe toujours, hein, les messages politiques ou sociaux, mais là, le fait de, voilà, Superman va juste aller voir un mec dans son appartement qui est en train de taper sa femme et juste lui mettre une grosse droite en mode arrête. Aujourd'hui, ce serait peut-être un petit peu plus subtil que ça, mais en tout cas, voilà, ça a existé. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus cynique, on a le fameux Watchmen qui a un regard extrêmement cynique, hein, sur le monde. Bon, c'est les Britanniques, hein, tout de suite, c'est beaucoup plus. Voilà, il fait moins beau tout de suite, mais qui est quand même extrêmement puissant. Et toute la philosophie de Adrian Veidt dans Watchmen, ou même la sorte d'apathie que John, le docteur Manhattan, a vis-à-vis de l'humanité. Enfin voilà, ça veut dire quelque chose. C'est en plein pendant, enfin, on est encore pendant la guerre froide, hein, cette époque-là pour Alan Moore, hein, c'est 85-86, donc on y est encore. On est vers la fin, mais on y est encore. On n'est pas dans la période la plus tendue. Mais voilà, il y a toujours eu un regard, un message à faire porter sur le monde dans ces histoires-là, qu'elles soient très personnelles ou très globales. Ça, il y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Euh, et je vais peut-être aussi caler ça parce que je suis pas sûr que j'y reviendrai après. Mais par exemple, voilà la fameuse morale. Alors, je crois que c'est juste après. Je crois que j'ai bien fait les choses dans mon déroulé. Oui, tout à fait. Oh Euh, l'autre, j'ai plus fait les choses, on a bien fait les choses. On a été deux à bosser là-dessus. Euh, le conte est aussi énormément défini par sa morale. Donc après, voilà, si je fais une distinction entre la morale, donc vraiment la caractéristique du conte très codifié, voilà, et ce qui est moral, voilà, de la morale, des mœurs, etc. La morale des contes, c'est vraiment, voilà, typiquement la sorte de phrase ou du message qui est quand même plus ou moins explicité en fonction des récits, des contes, etc. Voilà, le fameux rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, là c'est le message, la thématique de l'histoire qui est explicitée, elle est comme ça. Euh, Côté comics, tout simplement, il ne faut pas aller chercher plus loin que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est la phrase typique, c'est la plus connue, en même temps c'est la plus parlante. C'est tout ce dont le personnage de Peter parle. C'est voilà, c'est son mantra, c'est son ethos, c'est ce que le personnage veut apporter comme message au lecteur et même aussi au monde de Marvel de manière plus diégétique. Euh, Par contre, ce qui est moral, là c'est encore autre chose. C'est voilà ce que la société va accepter comme étant la norme, ce qui est bien sous tout rapport, machin. Et ça c'est quelque chose qui, bon, du côté des contes plus classiques, ils n'ont jamais cherché à essayer de pousser l'enveloppe, ça a toujours été très généralement très ciblé pour les enfants, pour leur éduquer des choses, etc. C'est des récits qui sont quand même beaucoup plus courts que les comics en général en termes de durée, donc il n'y a pas forcément le temps de créer des univers, voilà. Donc c'est souvent des histoires beaucoup plus indépendantes, un petit peu plus isolées les unes des autres. Les comics se prêtent plus à un petit peu développer des sujets beaucoup plus globaux parce qu'on a plus le temps, on a plus l'espace de faire des choses. Il y a plus de séries, il y a plus de numéros, il y a plus de temps, il y a plus d'artistes, etc. Ce qui fait que voilà, les comics ont quand même essayé de parler de certaines choses, de parler un peu de tout, et au final, ben, quand on parle de tout, on finit par aborder ce qui est pas simple, pas évident, pas joyeux. Et ça, c'est des choses que les gros puristes caca, on va les appeler comme ça, euh, ils ont toujours eu du mal avec ça, de parler des choses qui dérangent, hein, les sociétés globalement. Euh, et dans les années 50, on a eu un fameux livre, hein, qui s'appelle Seduction of the Innocents, euh, qui développait un petit peu un sorte de discours complètement stupide sur si aujourd'hui les jeunes sont décadents et qui vont mal, c'est la faute des comics. 20-30 ans plus tard, ce sera le rock. 10 ans après, ce sera le Donjons et Dragons, puis le métal, puis le jeu vidéo. Enfin voilà, c'est les mêmes questions thématiques, les mêmes cycles complètement chiants. Donc voilà, dans les années 50, c'était les comics qui déréglaient, pervertissaient la jeunesse. Enfin voilà quoi. T'imagines les jeux vidéo, le métal et la BD, si, mais si vraiment ça devait rendre fou, mais
j'aurais déjà massacré tout ceux de mon village 10 fois, quoi. Je Exactement. c'est tout ça résumé toute ma vie là, en fait, à peu de choses près, à part ma famille, bien sûr. Voilà, mais voilà, c'est pour dire la stupidité de ce genre de combat. Enfin bon, voilà, c'est les réfractaires au changement et à la découverte. Enfin voilà. Euh, donc voilà, et donc suite à la publication de ce fameux livre, hein, Seduction of the Innocent, un comic code a été développé pour faire en sorte que les comics ne puissent pas aborder certaines choses jugées trop inappropriées, machin, tout ce que vous voulez. Euh, Parmi les plus connus, les grandes lignes à respecter, j'en ai noté quelques-unes. Toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Le bien doit toujours triompher du mal. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, donc vampires, loups-garous, ghouls, zombies, sont interdits. Les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes, les posters et cartes postales de pin-up, bon, ça date bien de l'époque, dénudés sont interdites dans les comic books. La moquerie ou les attaques envers tout groupe racial ou religieux sont interdites. Ironique, hein, parce que je pense que les comics années 50 devaient être encore un petit peu racistes sur les bords, hein, ça m'étonnerait pas. Euh, le code a évolué notamment en 1970, avant de tomber en désuétude, parce que bon, il y a des choses qui font que c'est est devenu de plus en plus décalé par rapport à son époque. Et puis après, années 80-90, c'est vite tombé dans les oubliettes, donc ça, c'est pas. Voilà. Dieu merci, il a vite. Enfin, il a vite. Il est. Il a fini par devenir obsolète et je crois qu'il s'est officiellement vraiment dissous il y a 10 ans à tout péter. Donc même si plus personne ne l'a respecté, enfin voilà, c'est pour dire le parcours du truc. Mais pendant un bon moment, oui, c'était vraiment, on pouvait pas parler de questions de drogue, etc. et machin. Et puis au fur et à mesure, Stanley, ça a fini par le saouler. Il a commencé il a fini par sortir une histoire où il n'y avait pas le fameux tampon dans le respect, enfin, approuvé par le Comic Code. Tout le monde en avait rien à foutre. Et puis au fur et à mesure, d'ici, pareil, a fait une histoire où Speedy prenait de la drogue. Et il y avait la fameuse cover, on le voit se piquer, etc. Donc au fur et à mesure, il y a des artistes et ça qui se sont dit, bah, en fait, c'est complètement con de ne pas pouvoir parler de ça parce que ça fait que empirer les problèmes. Donc voilà, au final, donc voilà, la moralité, question un petit peu compliquée, mais en général, même les comics ont fini par retrouver un petit peu leur vertu euh, bah, assez, oui, bénéfique hein, pour la société. Et c'est justement en parlant des sujets qui fâchent qu'on éduque les gens. Voilà, c'est en général dans les zones où il y a le moins d'éducation sexuelle que les gens ont plus de d'IST, de grossesse non désirée, etc. Donc c'est pareil pour les problèmes de drogue, pour les problèmes du quotidien, si on parle jamais des choses qui fâchent, et bien on pourra jamais apprendre à les régler. Donc, Dieu merci, les comics ont fini par dépasser cette parenthèse assez chiante des comics, qui était pas fun. De nombreuses fois, on va avoir aussi physique et les tenues vestimentaires des personnages qui vont être en adéquation avec leur état d'esprit ou au moins avec le camp qu'ils défendent, donc suivant s'ils sont, gentils ou méchants. Donc on peut parler d'alignement entre, vraiment, le physique et la pensée, même si, bien évidemment, ce n'est qu'une, grosse tendance, ce n'est pas, systématique. Mais par exemple, c'est vrai que les, super-héros vont très souvent avoir des codes couleurs qui vont aller plutôt, du côté du bleu ou du rouge. Donc, bah, c'est le cas, bien évidemment de Spider-Man, de Superman. Il y a une quantité comme ça astronomique de personnages. Tandis que du côté des super vilains, on va plus aller vers le vert et le violet. Donc tout ça, ce sont des couleurs qu'on va pas trop utiliser pour les super-héros. Alors, bien évidemment, là, encore une fois, je vous parle d'une certaine tendance, et puis bah, bien évidemment, au bout d'un moment, il faut aussi varier, hein. Là, je dis que souvent, on utilisait le violet et le vert pour plutôt les personnages méchants ou maléfiques. Oui, bon, on va pas tous les mettre non plus en violet ou en vert, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais voilà, par exemple, le bouffon vert ou même la tenue de Lex Luthor en vert, tout ça, c'est pas dû non plus au hasard. Il faut savoir que donc, les couleurs ont des codes. Chaque couleur veut dire quelque chose, mais chaque couleur veut dire quelque chose dans un domaine particulier. C'est-à-dire que le vert au sens large, c'est vrai qu'on parle plutôt d'espoir. Le jaune,
les fleurs, ça serait plutôt la tromperie. Mais ça ne veut pas dire que le jaune en lui-même est la couleur de la tromperie. Ça, c'est juste le langage des fleurs. Bon, bah, pour les personnages, on part souvent du principe que le vert a une connotation négative et on peut remonter directement à la Bible avec ça, hein, avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc vert ou pâle, suivant la traduction, et la couleur du cavalier mort. Donc c'est pas rien. Donc le vert, c'est vraiment la maladie, le corps en décomposition, même l'état, on va dire cadavérique, hein, à un peu de choses près. Donc voilà, tout ça, pour les personnages, encore une fois, ce sont des couleurs qui ont plutôt tendance à tendre vers des choses plus négatives et donc qui sont plus en adéquation avec des super vilains. Même chose au-delà de la tenue vestimentaire concernant le physique même des personnages. Donc, avec Superman, avec bien évidemment la petite mèche qui va bien. À côté de ça, Lex Luthor, bien évidemment, qui lui est chauve. Hein, voilà. Donc, Les voilà, chauves donc sont maléfiques, on Martin et s'est bien moi, connu. on a le yin et le yang à nous deux. Voilà, donc Martin avec sa petite mèche là, Ouais, exactement. il a envie de mettre des baffes là. Voilà, vous le voyez là. Voilà. Et moi, à l'inverse, le côté Lex Luthor. Voilà, on a le côté. C'est ça. Ouais, même le t-shirt blanc, le t-shirt noir, voilà, vraiment Exactement. la Voilà, totale, on a c'est fait tous les parfait. codes, ouais. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont très souvent mises en avant dans les comics. Encore une fois, c'est pas systématique parce que bon, si tous les méchants, tu commences à les foutre chauves, ça va pas. Si tous les méchants, tu commences à les foutre violet ou vert, ça va pas non plus. Mais c'est quand même une tendance que on a l'habitude de voir. Et c'est pareil du côté des contes de fées. Barbe Bleue, on se doute bien qu'il y a quand même peu de chances que ce soit un prince, quoi. Là, à froid, ou en tout cas pas un prince qui est du côté du bien, disons. Ensuite, bah, voilà, on avait aussi précisé que quand on arrivait dans le domaine du conte de fées, c'était notamment via l'introduction d'éléments supernaturels, féeriques, magiques, de fantaisie, au-delà de l'invraisemblable, de l'irréaliste, globalement. Bon, dans les contes, on a les sorcières, les miroirs qui parlent, les pommes empoisonnées, tout ce que vous voulez, ce genre de choses. Des sorcières, enfin voilà, plein de trucs. Je crois que j'ai déjà dit sorcières. J'ai vraiment des problèmes de mémoire. Mais voilà, enfin tous Faut les dormir la éléments. nuit, hein. Exactement. Et en plus, je dors bien en ce moment, mais je sais pas, je suis vieux. Donc voilà, mais en plus, je l'ai peut-être noté. Oui, Puis j'ai peut-être magie, fée, noté, ah oui, j'ai bien noté 4 des fois monstres. sorcière, hein, voilà. Oui, oui, sorcière, sorcière, sorcière. Non, mais on a voilà, on a aussi des nains. Enfin voilà. Dans les comics, c'est pareil. Euh, Et c'est vrai que j'ai trouvé, selon moi, l'une des meilleures images pour illustrer un petit peu la diversité de tous les éléments surnaturels qu'on peut avoir ou irréalistes dans les comics. C'est que là, nous avons un sorte de taureau humain vert en train de lire, qui est en réalité un sorcier d'une autre dimension, qui va notamment assister Doctor Strange dans ses aventures. Voilà, donc un taureau vert humanoïde qui parle et qui lit, qui est un magicien d'une autre dimension. Voilà, ça a un petit peu un bon panel de représentation des côtés un petit peu plus irréalistes des comics, hein, parce que bon, des fois les comics c'est juste un gars en slip, enfin avec un slip par-dessus son collant qui va aller taper des gens dans une ruelle jusqu'à les faire perdre toutes leurs dents, mais c'est aussi de temps en temps des taureaux verts humanoïdes qui parlent et qui font de la magie et qui viennent pas d'ici. C'est toute la diversité, l'éventail des comics, c'est beau tout ça. On peut tout avoir, on peut tout raconter. Euh, et en plus dans la même voilà dans la transition du truc, euh, c'est cette profusion d'éléments complètement fantasques, irréalistes, fait que ça amène vers un autre truc qui est très propre et aux contes et aux comics, c'est que dans les contes, dans pas mal d'histoires, pas dans tous bien évidemment, mais dans pas mal d'histoires, les éléments surnaturels sont admis par une certaine partie de la population, voire toute la population. Euh, que ce soit les nains dans Blanche-Neige, le miroir qui parle, les sorcières, les machins, ce sont des choses qui sont dans le folklore des histoires eux-mêmes, enfin dans l'univers des histoires de manière digétique, quoi, dans l'univers voilà que ce soit du, je sais pas moi,
de Blanche-Neige et machin, tous les éléments, par exemple le miroir qui parle, ça a pas l'air de choquer grand monde, quoi. Enfin, c'est pas un truc qui est pas. Les gens sont pas en train de péter en câlin en disant putain, il y a un miroir qui parle, merde! Donc voilà, il y a plein d'histoires où les éléments vraiment surnaturels, féeriques, de magie sont vraiment pleinement acceptés, voire rendus banals en fait dans cet univers-là. Dans les comics, c'est pareil dans certains coins, dans certains univers, avec certains personnages, mais voilà, les habitants de Métropolis qui lèvent le ciel en espérant voir Superman passer un peu comme un hélicoptère ou comme un avion, voilà, c'est typiquement, ça montre bien qu'il est très intégré, que c'est un rituel et machin. Constantine qui à chaque fois veut limite préférer aller boire une pinte au pub que s'occuper d'un élément magique qui est en train de tuer 14 personnes, parce que pour lui c'est plus du travail que vraiment l'intrusion du monde magique et en est fini. Non, c'est vraiment un truc qui est devenu banal comme juste aller péter la gueule à un voleur quoi. Donc c'est tout un pan de magique, tout ça qui sont devenus Je normaux. suis en train de penser à la au Disney La Belle et la Bête, du coup, je l'avais jamais vu comme ça, mais là, ça me fait un peu rire parce que c'est vrai que quand Belle montre la bête dans le miroir magique, justement, heu, donc tu vois vraiment le miroir s'illuminer et puis tu as le monstre qui apparaît. Ça ne choque personne. Ce qui choque, c'est vraiment le monstre. Mais par contre, le miroir en lui-même qui se ressemble d'un coup d'un seul en télévision, en télévision HD, là par contre, c'est tout à fait normal. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. C'est un autre degré d'acceptation, que ce soit oui dans, je sais pas si c'est dans La Belle et la Bête ou dans Cendrillon, je confonds toujours, mais pour moi le film devrait être, alors déjà pourquoi il y a une bête qui parle, mais aussi pourquoi il y a des meubles qui parlent, pourquoi ils sont dotés de conscience. Je Non, crois c'est que La c'est Belle dans et la Bête. Cendrillon, c'est dans La Belle et la Bête, voilà, oui, tout ce qui est lumière et machin, tout le film ça devrait être Bah, pourquoi il y a après, dans effectivement, Disney, tu as tout le temps les animaux qui parlent. Ça change pas. voilà, mais ça fait partie Heu, bah, de ça, hein, mais les meubles, ça, c'est dans La Belle et la Bête, ouais. voilà. Mais bon, ça fait toujours partie de trucs acceptés, on accepte beaucoup plus de choses, voilà. Et alors pour vous dire, d'expérience, le fait que les gens lèvent la tête pour essayer de voir Superman voler à Metropolis, si moi j'habitais là-bas et que enfin si j'entendais des trucs dans le ciel, je ferais tout le temps ça. Il faut savoir que j'habite dans une ville où il y a une base aérienne. À chaque fois que j'entends un truc dans le ciel, je suis en mode, il est où l'avion? Il est où l'avion? Donc les gens font ça. Et d'ailleurs quand des gens Là, qui on sont de s'amuse bien l'extérieur, chez toi, hein. ben alors, enfin, nous maintenant on a l'habitude parce que c'est ancré dans mon quotidien. Mais à chaque fois qu'il y a des gens qui sont pas de la ville, qui du coup quand il reste plusieurs jours, quand ils attendent les avions, c'est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que pour nous ça a toujours été comme ça parce que c'est normal. Mais oui, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, oui, quand tu entends des avions militaires voler au-dessus de toi, ça peut paraître L'homme bizarre. a construit une machine qui vole? Quelle est donc cette diablerie? Et oui, on en a fait des progrès. Oui, tout à fait, c'était John Constantine de Hellblazer. Alors ça venait pas de Hellblazer, je crois pas. Il me semble que ça vient de Infinite Crisis ou Blackest Night, je sais plus. Brightest Day, pas Blackest Night, mais c'était bien John Constantine, tout à fait. Mais par exemple, ce qui est aussi très codifié dans le conte et dans le comic, c'est qu'on a souvent des rappels vers des temps anciens et machin, qui sont introduits par des phrases il était une fois ou pas. Enfin, dans les contes, c'est souvent il était une fois machin. Dans les comics, c'est pas toujours introduit comme il y a très longtemps. Par exemple, Star Wars le fait très bien avec il y a très longtemps dans une galaxie très très lointaine. Les comics, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, on a souvent des rappels à d'anciennes civilisations, ou à un temps perdu, un âge perdu, notamment avec voilà Krypton qui expose comme un peu apogée de la science et de la civilisation humaine, enfin pas humaine, mais voilà quoi. Donc voilà, on a souvent des rappels à d'autres temps, encore plus mystiques, encore plus anciens, encore plus grandioses, etc. Donc voilà, le corps des Green Lanterns notamment, voilà, il y a très longtemps, les gardiens ont créé les lanternes et machin sur Oa, enfin voilà quoi. Ouais, sans qu'il y ait ce rappel automatique, comme, il était une fois, hein, on a quand même, tout un lore effectivement qui, peut être considéré comme étant une sorte d'équivalent au bout d'un moment. Hmm. On a ensuite les contes, alors que ce soit les contes ou les comics, ont toujours été, enfin, avaient une certaine valeur universelle pour, alors soit pour les auditeurs quand c'était la tradition orale, ou alors pour les lecteurs quand c'était à l'écrit, puisqu'il y a des comics pour tout âge, il y a aussi des comics qui sont, enfin, il y a des comics qui sont pour chaque âge et aussi des comics qui sont pour tous les âges. Et dans les contes, c'est pareil, même si en général ce sont des récits principalement pour les enfants,
il y a toujours suffisamment de sous-texte, de degrés de lecture, de niveau de lecture qui peuvent apporter d'autres choses quand c'est des bons, oui, quand c'est des bons contes, quand c'est des bons comics. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit notre expérience de vie. Euh, donc voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont beaucoup plus adultes, notamment dans les comics, ce qui fait que ça réduit un petit peu cette portée-là, mais en tout cas, il y a toujours un pan du catalogue des comics qui seront pour tout le monde, et même le catalogue plus ou moins principal, voilà, des super-héros, se veulent être globalement un peu pour tout le monde. Donc après, on peut voir, on peut dénicher certains sous-entendus d'une manière ou d'une autre selon les gens, mais en tout cas, voilà, tout le monde. C'est ici que l'on parle aussi de l'évolution des genres? Je sais plus. C'est C'est-à-dire quand même l'évolution des genres. important. Bah, je vais peut-être le glisser ici, parce que je pense que c'est vrai que ça correspond mieux. Les 2 genres ont eu aussi un donc Ah que oui, ce je crois soit que ça, oui. la BD américaine ou les contes, ont eu une évolution assez similaire, mine de rien. C'est-à-dire que les contes comme la BD, au tout début, on partait du principe que c'était vraiment avant tout pour divertir, voire, des lectures vraiment pour les enfants, quoi, on va dire, hein, quelque chose qui était, dans lesquels il n'y avait pas véritablement de démarche intellectuelle. Et il a fallu attendre vraiment de nombreuses années, et voire le siècle suivant, pour que les contes, voilà, finissent par être un peu plus acceptés par la société dans son ensemble, et qu'elles puissent être aussi appréciées des adultes et carrément étudiées par la suite. Bon, pour les comics, c'est un petit peu pareil, hein. Pendant très longtemps, on va un peu cracher sur le comics en disant que c'était avant tout pour les enfants. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on a eu la naissance des fameux graphic novels, hein. Voilà, donc Will Eisner, c'est un peu ça qu'il avait mis en avant. Bon, là, c'était avant tout du marketing, hein, en mode j'ai écrit Un pacte avec Dieu. Et quand on lui disait ah, t'as fait un comics, fait, ah non, 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 ce n'est pas un comics, ça n'a rien à voir. C'est un roman graphique. C'est un comics, mec. Tu te donnes les grands airs, mais c'est un comics en fait, à peu de choses près. La seule différence, c'est comment dire, c'est le c'est le sérieux, on va dire, que tu mets dans le comics. C'est vrai que quand on parle de roman graphique, on s'attend souvent à quelque chose quand même un minimum adulte. Mais par contre, par définition, ça reste de la BD. Donc ça veut dire qu'un roman graphique est forcément une BD. Par contre, une BD n'est pas systématiquement un roman graphique. Il faut plus le voir comme ça. Mais en tout cas, oui, tu as eu cette évolution qui est un peu similaire à l'évolution qu'on a eue du côté des contes. Mm. Oui, oui, c'était aussi, bah, alors c'est vrai que moi j'aime pas le terme Oui, de bien roman sûr, graphique, mais c'est vrai que ça a accompagné une sorte de d'accroissement de de la diversité de d'œuvres, de tons, d'ampleur, d'ambition que ça ait. Donc, mais j'ai toujours vu ça comme non, non, moi je regarde pas. Je regarde pas des films, je regarde des longs métrages. Enfin, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment se c'est donner un peu un ça. style et bah voilà. Je trouve que même si mais on pourrait argumenter sur un format de publication différent, de publication mensuelle à juste intégrale direct, etc. On pourrait le faire, mais je trouve que c'est un peu dénigré que bah, au final c'est. Enfin, dire, les livres, les romans classiques sont aussi parfois découpés en chapitres. C'est pas pour autant qu'on dit ce sont des sous-romans. Enfin, c'est bon. Bref, c'est un autre débat qui pourrait faire selon moi une conférence à lui tout seul, mais on n'est pas là pour ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai parallèle, enfin évolution parallèle entre le conte qui est devenu plus pour les nobles au cours du XVIIe et les années 80 qui ont vraiment Sandman, Un pacte avec Dieu, etc. Ça a un peu amené un peu de prestige, tout simplement. Qui fait que ça amène à, voilà, comme je disais, à des niveaux de lecture assez différents, qui font que bah, parfois, alors pas partout, mais on peut voir les histoires, les contes, les comics pas du tout de la même manière, puisque bah, certains éléments sont tellement sujets à interprétations différentes en fonction des âges, en fonction des vécus, que ça peut vraiment tout changer dans les moments très cruciaux. Pour les contes, toutes les histoires de embrasser les madames qui dorment, quand t'as 6 ans, c'est mignon, t'as le prince charmant qui vient délivrer la princesse, machin. Quand t'es un petit peu éduqué à ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis notamment des situations des femmes, hein, vu à quel point elles peuvent se faire emmerder, tu peux voir, tu peux lire la situation d'une autre manière, même si, bon, pour la plupart des vieux récits, les anciens contes,
on a tendance à plus suspendre une certaine incrédulité parce qu'on se doute très bien que il n'y avait pas forcément l'intention d'écrire des choses un peu néfastes ou perverses ou quoi que ce soit. Donc en général, on laisse un certain pass en mode ça a été fait à une autre époque, c'était pas du tout les mêmes mentalités, que ce soit dans les gens, enfin, dans la manière dont les gens recevaient les choses, dans la manière dont les gens écrivaient les histoires. Donc je pense que l'analyse est toujours très pertinente de les prendre sous tous les angles parce que c'est toujours intéressant. Par contre, de dire que c'est parce qu'il y a des représentations datées de relations, d'actes, etc., que ça fait forcément un truc horrible. Non, je pense que c'est un reflet d'un temps où les gens ont intériorisé ça comme normal, même si ça l'était pas, mais pour eux ça l'était. Et du coup, il y avait toute une, voilà, c'est pas bien, mais voilà, en tout cas, n'embrassez pas les gens qui ne veulent pas être embrassés, ou qui sont pas, ou qui sont pas conscients pour donner leur consentement. C'est en tout cas le message d'intérêt public voilà, que je fais, enfin, que nous faisons passer aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, j'avais juste, expliqué que, dans les contes de fées alors là, si vous voulez, ce n'est pas, moral ce qui s'y passe, par exemple, le coup du bisou, sur une femme que tu as croisée une fois, voire que tu as jamais croisée, heu, c'est évidemment pas à faire, dans la vraie vie. Ce que j'avais expliqué par contre, c'était que dans les contes de fées, de manière assez générale, tout était, bien plus rose, bien plus édulcoré et que, souvent, les personnages ne pensaient pas, forcément à mal. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on fait une transposition de De notre l'être monde à nous, humain et des vices, ouais, que peut avoir l'être humain dans des personnages qui sont quand même, quasiment assez, parfait, légers en termes de caractère, quoi. Enfin, ils ouais. sont, dans des petites cases et ils en sortent pas, quoi. Le prince, il est bon, il est courageux et c'est tout. En fait, ce sont ses seules caractéristiques. Heu, donc, en fait, quand il embrasse la princesse, encore une fois, oui, ce n'est pas à faire chez nous, mais dans le conte, c'est pas vraiment ça qui est mis en avant, quoi. C'est plutôt évident que même si ce n'est pas dit et que la femme dort, que c'est entre guillemets ce qui est, attendu. Bah, c'est difficile de dire ça encore une fois avec, ce qui se passe de nos jours, mais dans le conte, c'est plutôt convenu que, qu'il y a du rose partout, des cœurs, des papillons, des arcs-en-ciel quoi, que ça va Mm. bien finir entre guillemets. Oui, Ça va de pair avec, ça va de pair avec la promesse initiale de la fin heureuse. Ah ça c'est beau. oui, oui, oui. Ah, là je Mais suis content. c'est que c'est des personnages qui sont quasiment dans vraiment dans l'archétype. C'est vraiment le bon prince gentil sous tout rapport. Donc il y a pas Ah de, absolument c'est et pas des personnages qui la sont remplis de femme, mauvaises intentions. amoureuse, au final, qui aussi, Oui, qui a que 2 adjectifs oui, oui, oui. pour être, caractérisée, hein. C'est un ordre des choses qu'on peut critiquer, mais dans le cadre de cet ordre-là, il n'y a pas de mauvaises intentions. Enfin, il n'a pas été imaginé comme ça, en tout cas. Voilà, mais encore une fois, il ne faut pas faire ça sur terre, bien évidemment et pareil, l'argument de, «Non, mais elle a dit non, les yeux ont dit oui», non plus, on oublie. Clairement, non. Oui, non, c'est pas tip top. Euh, mais on a aussi des exemples qui sont peut-être un petit peu moins problématiques avec notre société à nous, qui sont là vraiment purement de comment on interprète les choses, avec le fameux panel de la fin de The Killing Joke, où Joker raconte une blague après avoir torturé le commissaire Gordon, paralysé Barbara, rendu fou Batman à travers des courses-poursuites et des machins et des trucs horribles. Donc le Joker raconte une blague, et le comic se termine par Batman qui, pour une fois, rigole. J'allais dire la caméra, en tout cas les dessins fait qu'on ne voit plus les personnages, mais que ben, l'environnement autour d'eux, les flaques d'eau autour d'eux, et les rires finissent par s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? À chacun d'y trouver son interprétation. C'est aussi ça la beauté du récit, de ce récit-là en particulier, mais pour dire que pour un enfant, ce sera ah ben Batman, il a arrêté le Joker, Et il et a trouvé la blague drôle. il a trouvé la blague drôle, il a arrêté le Joker, et puis il va le remettre à Arkham. Si t'as un point de vue un petit peu plus verre à moitié Tu vide, le Joker il est finito, il est plus là. Il va pas à Arkham, il va 6 pieds sous terre. Donc bon, c'est voilà, pour dire il n'y a pas toujours les mêmes niveaux de lecture dans les deux types d'œuvres.
Et à gauche, donc c'est tiré du Disney La Belle au Bois dormant. Mais dans le véritable récit de La Belle au Bois dormant, il y a un peu plus de faits en fait, hein, qui donnent plus de caractéristiques à notre belle princesse. Et en fait, l'une des caractéristiques données par une des fées est le fait que dans son long sommeil, pour ne pas qu'elle trouve le temps si long que ça, justement, elle va avoir le pouvoir, entre guillemets, des rêves agréables. Donc c'est comme ça que c'est formulé, hein, les rêves agréables. Quand tu es enfant, tu te dis: «Ah, des rêves agréables», ou je crois même quand j'étais ado et que je l'ai étudié, enfin, je m'étais pas posé la Hmm. question, Ah, quoi. manger des Pour moi, bonbons, aller à la c'était piscine, cool. ouais, voilà, c'est ah donc en fait, effectivement, elle va pas être, entre guillemets, «morte», elle va pas être, avec un cerveau éteint, ça va plus être moi j'imaginais ça comme étant une sorte de télévision géante qu'elle allait avoir devant les yeux durant tout le long Je vais et regarder Batman sans Tas, ça film va être d'horreur. génial. Avec des Disney devant les yeux tout Hmm. du long, voilà. C'est encore une fois le fameux prof de littérature qui dit: «Ah non, non, mais les rêves agréables, c'est pas ça, hein. Les rêves agréables, c'est, les rêves, interdits aux moins de 18 ans, quoi, clairement». Donc voilà, quand t'es gosse, tu percutes pas. Là maintenant, aujourd'hui, oui, pour moi, c'est évident. Et c'est pas mon esprit pervers qui comprend de travers, c'est juste une évidence, on va dire. Mais voilà, un enfant, clairement, les rêves agréables, ça veut dire beaucoup de choses, mais absolument pas ça. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi dans ce type d'œuvre. Pour l'anecdote, j'ai j'ai montré une vidéo sur YouTube. euh, On est en train de regarder donc Sensei avec ma fille et il y a un personnage qui a le bouclier de la méduse en fait, donc avec la tête de méduse dessus. Elle connaissait pas, donc j'ai commencé à lui expliquer, ça l'a intéressé. Du coup, j'ai été sur YouTube pour mettre une vidéo vachement bien faite en BD qui était expliqué un petit peu le personnage de Méduse. C'était vraiment cool. Mais ce que j'avais complètement zappé, c'était que le personnage finissait par être Viole par Poséidon dans le temple d'Athéna. Et c'est suite Hmm. à ça d'ailleurs que Athéna transforme sa prêtresse en Gorgone. créature horrible. Mais bien évidemment, si je m'étais souvenu de ça, j'aurais attendu avant de montrer ça à ma fille. Mais ce qui était vraiment super, c'est que, bon, je suppose que c'est pas tant pour les enfants, c'est peut-être un problème de monétisation, mais c'était peut-être pour les enfants. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mec, clairement, il a dit ce qui s'est passé sans que ma fille comprenne ce qui s'était passé. Et ça, c'était chouette. Donc voilà, encore une fois, les différents niveaux de lecture, quand tu es adulte, tu comprends clairement ce qui s'est passé et que ça a été fait clairement vraiment sur l'autel du temple, hein. C'est plutôt évident. Hmm. Quand tu es enfant, tu as juste compris que, voilà, qu'elle est plus top top pour être une prêtresse. Et c'est un peu d'ailleurs dans la même lignée, hein, voilà ces deux pages-là de comics différents. Donc l'un c'est Qu'on avait sauté par rapport à l'enfant, donc qui était ex- présente lors de la exactement. conférence. Donc le premier c'est Crise d'identité, Justice League Crise d'identité, et le deuxième c'est je sais plus quel numéro d'Avengers, euh, qui relatent tous les deux de d'agressions sexuelles. D'où le fait qu'on n'avait pas évoqué cette partie devant une jeune fille parce que bon, on n'est pas spécialement qualifié pour parler ce genre de choses à des enfants parce que c'est pas évident. Euh, Et puis on veut pas avoir les flics au cul aussi. Exactement, mais qui, alors là pour le coup c'est des scènes assez importantes hein, quand même pour le récit, surtout pour Crise d'identité, où pour le coup là c'est peut-être un petit peu plus gênant. Alors bon, ça reste l'acte en lui-même est horrible, mais il est peut-être aussi, ça enlève peut-être un côté un petit peu universel parce que là pour le coup c'est pas une question d'interprétation qui fait que ça peut changer ta compréhension, ton appréciation du titre, c'est que là peut-être que tu vas même pas comprendre ce qu'on veut te faire comprendre. Pour un enfant qui a même pas le concept d'agression sexuelle, etc. Pas sûr que Ou ces peut-être deux même pages. d'attirance physique, hein, si vraiment c'est Oui, encore un enfant, hein. oui, donc c'est peut-être des choses qui vont dire qu'est-ce qui vient de se passer. Je veux dire, peut-être qu'il va savoir que c'est quelque chose que veut pas la madame, mais à quel point il va savoir que c'est un acte horrible. Je veux dire, c'est vraiment la gravité de la chose. Bon, crise d'identité est pas fait pour être lu par des enfants. Euh, Mmh. mais bon, quand tu es dans un milieu de super-héros où on sait très bien que bah, les lecteurs et les lectrices peuvent être quand même assez jeunes, c'est des choses à faire avec précaution. Dire, c'est des choses à pas, il faut pas abuser de ce genre de mécanisme.
la violence de l'acte fait que voilà, c'est pas associé à tout bout de champ parce que ça enlève un petit peu toute la portée, toute l'horreur de ce genre de d'acte, hein, tout simplement. Euh, et puis, que ce soit comics ou contes, la tradition orale, on la retrouve un petit peu dans le comics. Alors, il n'y a pas de tradition orale dans le comics, enfin, pas en tout cas dans les récits officiels, mais la question de l'or assez flou, parce qu'avant que les contes ne soient écrits, tout dépendait de l'interprétation de l'orateur, etc. Et on retrouve un petit peu la même chose. Donc il y avait un certain flou un petit peu sur qu'est-ce qui était réel ou pas. Et on retrouve un petit peu ces mêmes procédés dans les comics, puisqu'on a toute la question de ce qui est canon, du multivers. Alors canon dans les comics, c'est pas très pertinent parce qu'en général, on est plus dans le concept du multivers où plus ou moins tout s'est passé, mais pas aux mêmes endroits, pas dans les mêmes dimensions, pas dans les mêmes terres. Les canons, ce serait peut-être plus, oui, peut-être pour les contes en eux-mêmes, où vraiment en général, bon, t'as les versions de tel auteur, tel auteur, tel auteur, mais en dehors des versions écrites, c'est pas vraiment des vraies versions parce que voilà, il y a tout un côté historique. Mais en tout cas, le sort de flou, d'aspect de communauté qui se partagent, qui se transmettent des choses, ça existait autant des traditions orales du conte, puisque bah, il suffisait que tu l'entendes dans ton village, puis tu peux aller le répéter à ton cousin qui habite dans la ferme d'à côté du machin. Et de l'autre côté, les comics, c'est ah ben t'as lu tel truc et tu vas aller en parler à la cour de récré, sauf que tu vas peut-être pas tout bien raconter, ou alors t'as vu que sur Reddit il parlait de telle théorie ou de machin, etc. Ce qui fait que tu peux spéculer, qu'est-ce qui s'est passé sur d'autres terres, etc. Les retcons, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tout cet élément de partage, de transmission, de flou, un petit peu d'imprécision, qui sont au fur et à mesure bah, potentiellement précisés ou encore rendus encore plus flous par certains procédés. On est typiquement un petit peu dans les mêmes mécanismes de transmission, de partage d'histoire, qu'autant des contes, qu'autant de la tradition orale. Donc voilà, c'est faux jusqu'à prouver être vrai en général hein, dans les comics. Ne rien prendre pour acquis sauf le jour où c'est vraiment sur la page. Toujours par contre dans les différents niveaux de lecture, on n'avait pas, on a zappé. On peut parler aussi des types de personnages très très rapidement. Donc on avait expliqué que tout simplement, par exemple, le petit chaperon rouge, si tu as un enfant, bon voilà, c'est un loup qui bouffe une gamine. Bon, de manière plus globale, le loup, là, pour le coup, ça symbolise surtout l'homme, vraiment, dans tout ce qu'il y a de plus mauvais, on va dire. Mm. Peut-être même le prédateur sexuel, dans un sens, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il est évident que le loup symbolise l'homme. Euh, Tandis que quand tu es un enfant, le loup, c'est un loup. En limite, c'est mignon, en fait. Mm. Pareil pour le Joker. Pour le Joker, pour ma fille, c'est tout simplement un méchant. Quand tu es adulte, ça va un peu plus loin que ça. C'est presque l'incarnation de la folie. C'est le mal-être de la société. C'est tout ce qui ne va pas sur Terre, entre guillemets. C'est une sorte d'anarchie malsaine, même, et qui se base un peu sur ses pulsions. C'est pas, entre guillemets, juste un méchant. Et c'est clairement un miroir sur les échecs de l'être humain, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qu'on avait oubliée à ce moment-là. Pardon. Un autre jeu de mots qui pour le coup est plutôt bien trouvé là. Ça vient pas de moi. Ah, Je vais pas me. Voilà. Et là c'est un petit peu ceux qui s'en rapprochent un petit peu, mais il faudrait peut-être pas prendre ça pour des comptes non plus parce qu'il y a quand même des différences assez conséquentes. On va dire ça comme ça. ouais, donc le premier exemple que j'avais donné, c'était nous trois, où bon, c'est vrai, typiquement dans les contes, tu as encore une fois assez souvent des animaux qui parlent. On peut penser rien aux fables de La Fontaine, quoi, où là c'est vraiment une règle, hein, c'est systématique. Donc on pourrait penser que nous trois s'en rapprochent, étant donné que les animaux parlent. Oui, mais il faut pas oublier qu'il n'y a rien de féerique là-dedans. Les animaux parlent suite à une intervention humaine. Donc là, on est clairement dans la science-fiction. Donc c'est pour ça, ce n'est pas du tout un conte. Et ça se rapproche même pas, pour le coup. Côté récit un peu plus historique, on a Mouse qui pour le coup
peu ça paraît aux contes qui aiment bien en général faire parler les animaux. Bah là c'est pareil, on a des souris qui parlent, on a des chats qui parlent, mais ils parlent pour raconter une histoire qui est pas très de l'ordre du conte, on va pas se le cacher, puisque bah, ça raconte un petit peu bah, toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de l'Holocauste et de l'extermination, enfin, en tout cas ouais, oui, de l'extermination d'une grande partie de la communauté juive européenne, euh, où ben, justement les personnages principaux de confession juive sont des souris et voilà l'Allemagne nazie, en tout cas les agents de l'Allemagne nazie sont représentés par des chats. Donc même si en apparence il y a un côté un petit peu ah c'est mignon, il y a des animaux, que ce soit en termes de traits de dessin ou de brutalité du récit abordé, ne faites pas salir ça à vos enfants. Ados, oui, parce que je pense qu'il y a une véritable valeur d'éducation dans lire ce genre d'œuvre. C'est important d'entretenir le devoir de mémoire, hein, Malgré ce que certains Américains disent. exactement. Donc c'est important de se rappeler de ce genre de trucs. Et si vous êtes fan de comics, ça peut être un bon moyen de créer un pont vers d'autres passions, d'autres intérêts, d'autres curiosités. Donc voilà, Mouse, en plus voilà, prix Pulitzer 92, ça avait fait son petit bout de chemin, ça avait fait du bruit hein, quand même. Il me semble que ça faisait partie des plus grands livres de tous les temps, vraiment livre-livre et pas que comics, ou roman graphique, peu importe. Donc voilà, Mouse, voilà. Cette œuvre est aussi extrêmement représentative de l'évolution de la société, hein, où clairement dans les années 90, on conseillait le livre aux adolescents, quoi, en mode c'est un monument, un prix Pulitzer, vous vous rendez compte. Et à l'inverse, tu as cet ouvrage qui, il y a quelques années aux États-Unis, a été vraiment mis au bûcher, quoi, en mode il faut enlever ça de toutes les bibliothèques, c'est pas possible de mettre ça entre les mains des enfants, on oublie ce devoir de mémoire. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que bah, du coup, l'auteur s'est exprimé là-dessus, hein, où il disait je suis passé, bon, il n'a pas dit ça exactement, mais à peu de choses près, il a dit je suis passé de héros, quoi, prix Pulitzer, à paria. En quelques années, c'est quand même fou la société, quoi. Et c'est. Ouais, bah oui. Ça change vite, tout à fait. Les tortues. Matt, on parle de Tortue Ninja. Ouais, petite parenthèse, c'est un peu le même principe finalement que nous trois, hein. Donc bah, là, pareil, c'est pas parce qu'il y a des animaux qui parlent qu'on tend vers le conte. Donc là, c'est vraiment suite à une mutation. Il y a encore une fois rien de féerique là-dedans. Cette fois encore, on tend plus vers la science-fiction. Par contre, il faut savoir que, étant donné que les Tortues Ninja, c'est avant tout un univers parodique, que ça part dans toutes les directions, qui a même un petit côté loufoque, hein, dans un sens. Moi, j'ai pas trouvé, mais je suis persuadé qu'en cherchant bien, il est tout à fait possible que les tortues finissent, par contre, dans un château avec prince, princesse et tout le tralala. Ça, c'est clairement possible. Et même si ça n'a pas été fait, ils ont des aventures tellement variées que c'est tout à fait faisable. Donc voilà. C'est encore une fois, là, ce n'est pas vraiment un univers proche du conte, mais il peut très bien le devenir le temps d'une aventure ou deux, quoi. Autre parenthèse, il y a des éléments féeriques aussi dans les univers non féeriques. Donc on peut penser par exemple à Alice au pays des merveilles, bon, qui n'est pas vraiment un conte de fées au sens strict du terme, mais mine de rien, il reprend quand même pas mal d'éléments des contes de fées, donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant d'en parler. Donc Alice au pays des merveilles, rien qu'avec le personnage de Jervis Tetch, donc du Chapelet Fou dans Batman, apporte une dimension un peu conte de fées au sein de l'univers sombre de Batman, que ce soit de par ses costumes colorés ou son Wonderland Gang, son accoutrement, ou même ses décors, hein, ses planques. Donc tout ça, ça renvoie vers Alice au Pays des Merveilles et donc vers un truc qui tend quand même plus vers le conte de fées que vers l'univers typique de Batman, quoi. On peut penser à pareil à Scarecrow, donc le super vilain de Batman, où là, il est clairement, inspiré du magicien d'Oz. En tout cas, heu, au niveau de l'apparence, puisque c'est vrai qu'il a quand même le sac de pommes de terre sur la tête, la corde autour du cou, le chapeau, même le le bas et la chemise ont souvent les mêmes couleurs. Donc
voilà, ça renvoie quand même pas mal au Magicien d'Oz, qui est considéré comme étant un conte de fées moderne. Donc là, voilà, les images sont quand même assez parlantes. Donc voilà, là vous avez encore une fois une petite apparition des contes de fées du côté de Batman. Et on peut penser aussi avec, donc j'avais mis Merlin de Camelot. Donc on peut penser aussi au personnage d'Etrigan qui apparaît souvent, enfin souvent, il a un univers à lui, mais il a quand même déjà partagé des aventures bah, aussi avec d'autres personnages de DC Comics et notamment Batman où voilà, ça amène un petit côté médiéval fantastique à l'univers de Batman. Il est originaire de Camelot d'ailleurs, donc là, ça renvoie du coup à toute la littérature, le cycle arthurien, etc., où il y a, pareil, des fées, de la magie et tout le tralala. Oh, c'est même plus une énigme, hein, Matt, hein. Clairement, Lewis Carroll, c'est connu et reconnu. J'ai une édition exceptionnelle d'Alice au Pays des Merveilles où tu as vraiment les deux œuvres, mais aussi une étude de la traduction qui a été apportée, qui était super intéressante. Et à la fin, ils ont énormément parlé de Lewis Carroll et ils expliquaient que, bon, même si dans les faits, on n'avait plus vraiment toutes les missives que Lewis Carroll et Alice s'envoyaient, donc la petite fille Alice, pas le personnage bien évidemment, s'envoyaient parce qu'elles ont été brûlées. On en a encore quelques-unes, notamment vraiment la lettre que Lewis Carroll avait envoyée à Alice en disant hey, est-ce que tu as encore l'histoire que je t'avais écrite Est-ce que tu crois que tu pourrais me la renvoyer J'aimerais, pourquoi pas, essayer de l'éditer, etc. Et puis, bah, bien sûr, on a encore les photographies que Lewis Carroll avait fait de la petite fille de manière très peu vêtue. Alors, déjà, j'ai pas dit conte de fées hein, pour Melchizedek Dose. J'ai bien dit conte de fées moderne. C'est plutôt ce que tout le monde considère concernant cette œuvre. Et par contre, conte de fées moderne ou pas, ça veut pas dire qu'on peut pas dedans y mettre une critique sociale entre guillemets, hein. Ça c'est tout à fait possible quand même, hein. Et puis on va terminer par vraiment les comics purs et durs où vraiment le monde féerique est vraiment beaucoup plus présent de manière beaucoup plus littérale, directe, et pas forcément aussi peut-être aussi métaphorique ou par des procédés, où là c'est vraiment visuellement en termes d'univers, on propose quand même des choses très très semblables. Ouais, on commence avec quelque chose de très simple. Depuis quelque temps maintenant, Dynamite propose pas mal de titres reprenant des personnages de Disney et une partie de ces personnages sont tirés d'adaptations qui étaient des adaptations de contes. Donc là, bah, par exemple, vous avez Maléfique, donc personnage de La Belle au Bois dormant. Donc voilà, du coup, par définition, ici, vous avez un ouvrage qui tend quand même pas mal vers l'univers des contes de fées. Bon, je vous l'ai mis parce que ça existe, mais il y a pas si longtemps que ça encore, j'ai vu que clairement, c'était une collection qui n'était pas extraordinaire et plus particulièrement ce numéro qui visiblement n'était pas exceptionnel. Donc voilà, sachez qu'ici, ce qu'on vous présente là, ce ne sont pas des conseils de lecture. On vous dit juste, ce sont des choses qui existent. Donc, ça existe, bien évidemment, vous pouvez quand même vous le procurer. Vous avez également le droit de l'apprécier. Voilà, je tiens juste quand même à vous prévenir. Ne sautez pas dessus parce que vous avez cru comprendre que je vous ai dit que c'est exceptionnel. C'est pas le cas. Je tiens juste à Mhm. préciser. Là pour le coup je recommande. Ah d'accord, Matt. Ok. Là, je recommande pour ma part, puisque bon, Fable, en termes voilà, d'univers de contes de fées dans les comics, là c'est vraiment l'association quasiment parfaite, hein, pure et dure, puisqu'on tous les éléments mythologiques de contes de fées, de folklore, se retrouvent dans le monde moderne, dans notre monde à nous, et ils doivent un petit peu essayer de vivre hein, parmi un monde. J'ai failli placer plein de mots politiques, mais je me suis dit, ah, je vais pas faire mon pamphlet. Mais voilà, dans un monde aussi impitoyable que celui des contes de fées, mais d'une autre manière, hein, voilà. Et donc on suit les aventures du grand méchant loup, de Blanche-Neige, de Barbe Bleue, de Jack, du haricot magique, des trois petits cochons, etc. Enfin voilà, c'est littéralement les contes de fées à New York, enfin principalement. Et on suit voilà Big B dans donc le grand méchant loup, Big Bad Wolf,
en train d'essayer de résoudre un petit peu tous les problèmes de Fabletown. J'en profite pour placer que le jeu vidéo The Wolf Among Us, il est très très bien, il va être remasterisé à la fin de l'année, mais il n'en a pas besoin, et normalement la suite de The Wolf Among Us 2 devrait sortir l'année prochaine, donc c'est l'occasion de s'introduire, de s'immerger dans cet univers qui est cool. Oui, ouais, Desert Stark en nomade, ça passe crème. Je vais pouvoir te confirmer ça très prochainement, c'est un de mes prochains achats. Bah, voilà. I8, pardon, Fairyland, donc bon, c'est quand même un univers assez connu, créé par Scotty Young, où là, on est quand même un peu plus du côté de la parodie, puisqu'on suit donc Gertrude, qui est une petite fille au tempérament de feu, et qui se retrouve voilà, subitement inspirée par sa moquette de chambre dans le monde magique de Fairyland. Le problème, c'est que 30 ans, c'est long, et donc après 30 ans de captivité, elle pète un peu un plomb et ça finit en bain de sang. Sa seule motivation, c'est de rentrer chez elle. Donc voilà, là, c'est plus on utilise l'univers Fairyland, donc on va dire des contes de fées, hein, de l'univers des fées, le monde des fées, et on le secoue dans tous les sens. Tu rajoutes une petite fille qui veut tout bousiller, et voilà. Mais du coup, tu retrouves pas mal d'éléments, même s'ils sont détournés, repris, modifiés, des contes de fées. Sandman, de manière un petit peu plus partielle. Bon, Sandman, voilà, un grand classique de la fantasy dans les comics, voilà, où on suit les aventures bah, de l'homme des sables, hein, du Sandman, de Morphée, qui est voilà l'incarnation des rêves et des cauchemars dans tout l'univers, qui voilà qu'on suit sur plein d'histoires et d'aventures différentes, dont certaines où il est impliqué avec pas mal de créatures et de personnages de folklore, notamment britanniques, germaniques, celtes, donc voilà, beaucoup avec des fées, des lutins, des êtres un peu farceurs, notamment une songe de nuit d'été, qui est un peu l'histoire qui couvre la création de la pièce de Shakespeare, où on y rajoute un peu une couche de, bah, en fait, elle aurait été créée pour de vraies créatures du monde des fées, euh, notamment. Et puis bon, évidemment, vu que c'est un personnage qui est très haut en couleur, en fantasy, il est souvent amené à côtoyer des dieux, des créatures, des personnages issus de contes. Donc voilà, c'est un récit qui ponctuellement, mais régulièrement, euh, va tourner sa tête du côté des contes de fées. Et c'est bien écrit, c'est très bien écrit. Ah bah ouais, j'avais dit, c'est beau. Alors c'est pas souvent le même, c'est enfin, les dessinateurs changent souvent, mais le scénariste c'est toujours Neil Gaiman. Voilà, disclaimer, c'est un connard, mais voilà, il sait bien écrire. Le choix de ses covers sera justifié dans un moment, ne vous inquiétez pas. Oui, absolument. Donc, c'est la première chose que j'ai dit, hein, d'ailleurs, hein. Jusque-là, à chaque fois qu'on parlait d'un ouvrage, on mettait une cover, à la limite deux, mais souvent une. Et là, pourquoi j'en ai mis quatre? Et ben, c'était justement pour expliquer que ce n'était pas pour se rincer l'œil. Je me suis dit, si je mets qu'une cover avec une très jolie madame, on va se dire, oh la vache, le mec, il est un peu abusé, il y a un petit côté pervers qui ressort. Donc voilà, je me suis dit, on va plutôt prendre quatre covers, on va les mettre dessus pour bien montrer que voilà, les covers sont tout le temps comme ça. C'est pas moi qui ai choisi la cover qui faisait que le personnage était un peu sexy. Oui, voilà. Non, toutes les covers sont comme ça. C'est clairement une marque de fabrique du titre. Donc ce titre, c'est Grimm Fairy Tales, qui est quand même assez connu aussi, où, à peu de choses près, le but, c'est vraiment une sorte de réinterprétation des contes que vous connaissez tous, hein, des contes les plus connus, et les transposer dans une époque un peu plus moderne, notamment au niveau du dénouement final. Euh, c'est plutôt chouette. Alors, j'ai pas tout lu parce que mine de rien, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est un titre qui est revenu il y a pas si longtemps que ça. Mais, euh, mais voilà, sachez que ça existe. De ce que moi j'ai lu, c'est quand même pas mal du tout. Mais je serais incapable de vous dire si l'ensemble des titres Grimm Fairy Tales valent le coup. Autre titre de Scotty Young, Twig, qui alors reprend pas d'éléments classiques de contes de fées déjà connus, etc. Mais en termes de structure de récit, on est vraiment sur une sorte de récit initiatique à travers les forêts maléfiques, sombres et enchantées et machin. Et puis même tout l'aspect esthétique se veut voilà assez enfantin,
très prompt, voilà, la découverte, tous les décors sont somptueux, ça fait vraiment très, ouais, très merveilleux, etc. Bon, il y a des moments un peu plus dark, mais il y a un côté vraiment très Disney charmant, etc. Dans le ton, dans l'esthétique, pardon, voilà, dans les personnages. Enfin voilà, c'est mignon, c'est beau, de temps en temps c'est bien flippant. Mais c'est voilà, c'est pour moi c'est un peu l'équivalent d'un conte de fées moderne quoi en termes de ce qui se fait actuellement quoi. C'est la même structure, nouvelle peinture et ça marche du feu de Dieu. Euh, donc voilà. Et ouais, c'est que c'est la fin assez inhabituelle parce qu'on apprend certaines choses sur le rôle du personnage principal, tout ça, mais c'est vraiment là aussi si vous voulez faire un cadeau à vos neveux, à vos enfants, à vos petits frères, petites sœurs, etc. Ça marche du feu de Dieu et c'est magnifique. Dernier conseil pour moi, je dois bien avouer que ça, je ne connaissais pas, en fait. Là, pour le coup, c'est une série que j'ai trouvée quand j'ai fait mes recherches pour cette conférence. Donc quand on dit que, les Avengers ont été, mis à toutes les sauces, là, on a la preuve que ce n'est absolument pas exagéré avec, Marvel Fairy Tales. Heu, Au niveau du principe, c'est vraiment les Avengers qui sont plongés dans un univers féerique où vraiment ils doivent apprendre les coutumes et les interdits tout en affrontant les méchants bien connus des comics. On a pas mal de références, donc j'ai pu voir quand même en étudiant encore une fois le titre. Donc bon, ça va quand même assez loin, hein. Ça peut taper dans du Peter Pan, dans du Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio. Ça part vraiment un peu dans toutes les directions. Et ce qui est assez intéressant de ce que là par contre je suis bien obligé de dire que c'est ce que j'ai lu en termes de critiques. Les critiques qui revenaient le plus souvent pointaient du doigt le fait que là comme ça a l'air bizarre, mais en fait les Avengers s'intègrent vraiment très très bien aux différents récits quoi. Et que pour le coup, c'était une écriture, intelligente et du coup, une revisite extrêmement intéressante des différents contes que l'on connaît, avec les super-héros que l'on connaît et que l'on apprécie. Bon, en même temps, voilà, c'est Cebulski qui a chapeauté le truc. Donc pour rappel, c'est, une des grosses têtes de Marvel actuellement, hein, c'est le numéro un, je crois même, au niveau, en tout cas, des comics, Marvel. Donc voilà, c'est pas pour rien, je pense. Donc moi, je l'ai jamais vu sur le sol français, mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe. Si c'est dispo aux États-Unis et que vous lisez l'anglais, sachez que ouais, c'est un comics qui a quand même une solide réputation. Donc même si moi, je ne peux pas vous le conseiller étant donné que je ne l'ai pas lu, sachez que bien d'autres personnes sur la toile le conseillent.